Bonjour, je suis Guillaume, bienvenue sur ma chaîne La Chambre d'Arnaud Goupil pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler un petit peu des sites de rumeurs, enfin pas des sites de rumeurs, plutôt des vidéos, enfin tout ce qui est en rapport avec les rumeurs, surtout en photo et en vidéo, puisque on parle de ça ici, mais ça touche absolument tous les secteurs. Et c'est un petit problème, notamment pour ceux qui essayent d'en vivre en vendant des produits, hein, quand on vient leur sortir, ah, il sort quand cet appareil photo là ou machin, et que c'est absolument pas le cas, ça pose vachement de problèmes. Et donc il faut s'en rendre compte au final, et c'est des chaînes aussi YouTube qui prospèrent vraiment en vous donnant des fausses informations, en essayant de grappiller des choses, ou même en inventant des fois certaines rumeurs. Après, voilà, si ils vivent de leur contenu comme ça, moi j'ai aucun problème au final, mais c'est un petit peu dommage. Surtout, de mon côté, ce que je comprends pas, c'est qu'on vient des fois me reprocher que je fais des vidéos sur les caractéristiques d'appareils photo qui sortent, alors que c'est des caractéristiques réalistes. Et dans des tests, il y a certaines, enfin, les gens ne peuvent pas forcément toujours en parler puisqu'ils doivent les faire un petit peu rapidement, puisque c'est pas mon parti, mais ils doivent les faire un petit peu rapidement pour que ce soit plaisant pour vous. Mais ça reste une base, hein. Regardez les caractéristiques d'un appareil photo, ça vous permet de savoir ce qui marche pas. Tant de fois, je vois des gens qui achètent des appareils photo et qui font des vidéos sur YouTube pour dire « Ah mais attention, c'est bizarre, ah, j'avais pas vu qu'il y avait un port micro SD sur mon ZF, ah, c'est 2 SD sur un S5 Mark II X, alors que c'était sur les caractéristiques directement. » Et d'ailleurs, je l'ai mentionné sur un site, enfin des vidéos de rumeurs, mais sauf que le mec, il m'a un petit peu eu, puisque j'essayais de lui commenter en montrant le site, sauf que dans ses commentaires, il n'y a pas le droit de mettre de lien, donc voilà. Bref, et du coup, moi, on vient m'embêter, alors que je vous apporte vraiment souvent les vraies informations, et comment c'est factuel, hein, des caractéristiques physiques, à savoir comment un type de carte, un type de codec et machin, c'est déjà très intéressant et ça montre déjà ce que peut faire un appareil photo. Vous êtes certains d'entre vous peut-être pas intéressés par la technique et tout ça, mais c'est vraiment très révélateur avant qu'on vienne vous sortir un oui, mais c'est le meilleur appareil photo du monde. Juste décrypter comment dire ça, des caractéristiques, ça vous permet à l'avance de savoir si on vous embobine ou si même la personne qui est devant vous à vous décrire l'appareil photo sait de quoi elle parle. Par exemple, je vous mets au défi de savoir pourquoi on trouve certains codecs sur certains appareils photo, pourquoi pas sur d'autres, pourquoi au final il y a certains appareils photo qui ont plus de valeur dans ce qui coûte comment dire ça, à manufacturer, que d'autres, hein, parce que si vous ne le savez pas, par exemple, avoir du H265, du H264, du ProRes, ça coûte de l'argent aux fabricants d'appareils photo. C'est pas eux qui décident comme ça, voilà, on le vend comme ça, il y a des licences à acheter, il y a même des fois des codecs à créer, hein. Si vous voulez faire comment dire ça, par exemple du 8,3K ou du 4,1K sur un Nikon, il faut vraiment faire en sorte qu'avec Apple, bah, ça marche, si vous voulez du ProRes comme ça. Donc voilà, et donc moi personnellement je n'aime pas faire des vidéos sur les rumeurs parce que souvent la plupart du temps c'est faux. Il y a pour 10 rumeurs, il y a une qui est vraie, hein, surtout que voilà, avec le temps, si les appareils photo arrivent pas vite et qu'ils sont en rumeur depuis un moment et qu'ils intéressent les gens, il y a certaines rumeurs qui sont inventées, il y a des sources qui sont pas fiables, il y a des appareils photo qui changent de caractéristiques avec le temps, suivant les technologies d'autres appareils photo. Et c'est ça qui est assez intéressant, mais parce que moi, hein, je vais sur les sites de rumeurs, mais moi je ne regarde pas de vidéos de rumeurs, parce que j'ai pas envie de m'énerver en commentaire tout simplement avec ces gens-là. Mais s'ils arrivent à vivre de ça, c'est bien pour eux, mais c'est symptomatique d'un autre problème, c'est que ça crée une attente chez les gens que les fabricants et les vendeurs ne sont pas à même de satisfaire. Donc des fois ça pousse les fabricants à faire des choses pas bien. Donc il faut le savoir, hein, si vous poussez un fabricant à essayer de sortir un appareil photo avant qu'il soit censé sortir, il ne faut pas s'étonner des fois d'avoir des choses qui ne sont pas finies et vous aurez des firmware à la suite. Après, c'est une façon de faire qui est intéressante parce que une fois que vous avez acheté votre appareil photo, s'il évolue, vous êtes toujours content que ça marche, mais c'est pas forcément la meilleure façon de faire en sorte d'avoir des appareils photo pérennes ou des caméras, ou d'avoir des trucs qui marchent vraiment très très bien. Parce que si vous forcez le fabricant à en faire 15 par an,
c'est un peu de votre photo aussi, ou de notre photo en général aussi. Donc il faut bien faire attention à ça. Voilà, moi je vais sur les sites de rumeurs aussi pour rigoler un peu. Donc on va passer sur, déjà on va aller sur Nikon Rumors et sur Canon Rumors juste après, pour voir certaines choses. Et c'est pas ce que je voulais faire, donc voilà, je recommence. Puis voilà, donc c'est quand même des fois intéressant d'aller sur les sites de rumeurs parce qu'avec le temps et les vidéos aussi maintenant sur YouTube de rumeurs qui fait qu'ils n'ont plus forcément besoin d'aller sur les sites, hein, puisque en gros les gens qui font des vidéos de rumeurs ils vont aller là-dessus, ils vont dire hop Z6III, parler de Z6III et c'est fini. C'est que les influenceurs maintenant qui vont aller là-dessus pour regarder. Mais c'est toujours intéressant du coup parce que maintenant ils sont diversifiés et ils parlent aussi d'actualité pour réintéresser les gens et faire en sorte qu'ils aient envie de venir. Et c'est moi d'ailleurs pour ça souvent que je vais sur les sites de rumeurs. Par exemple, là on a quelque chose d'assez intéressant à voir, voilà. Je parlais du fait que tous les Viltrox allaient aller, et en plus de chez Fujifilm ou même de chez Sony, sur un Nikon. Parce que de base, Viltrox fait ses objectifs APS-C sur monture Fuji, et après il les passe sur d'autres montures. Et pour les versions plein format, on passe de Sony à tous ceux qui veulent bien avoir des optiques plein format Viltrox. Et donc ici, c'est le 27 mm 1.2, qui est apparemment assez intéressante. Et, enfin, l'optique, oui. Et le Viltrox 20 mm f2.8Z qui m'intéresse, lui, parce qu'il est tout petit, il va coûter beaucoup moins cher que la version Nikon, même s'il faudrait que je m'achète... même si j'attends d'avoir l'argent pour m'acheter le 70-200, ce serait mon premier 70-200. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. Et moi, ce qui m'intéresse là-dessus, c'est que tout simplement, moi, une des optiques que j'aimais bien en monture F, je ne sais pas pourquoi je l'ai vendue, j'étais totalement bête, c'était l'AF 20 mm f2.8, donc pas Z du coup. Donc la version pré-AFD, donc vraiment la première version autofocus du 20 mm de 8. Et avec le D750, j'adorais cette optique, elle est à la fois compacte et le rendu est vraiment très très cool. J'adorais comment elle réagissait, elle avait une espèce de distorsion moustache mais pas très élevée sur les bords, donc c'était vraiment très bien pour moi et donc j'attends un petit peu cette optique, donc je suis content qu'elle arrive chez Nikon. Après, on a cette rumeur du Nikon Z6 III qui m'a assez fait rire au début. Hop. Donc, chacun a sa façon de voir les choses, mais quand je vois cette photo, moi, je vois deux Z6 III. Non, voilà, justement, je me suis trompé. Je vois deux Z8 et un Z9. C'est pas parce que le Z8 est plus loin qu'il paraît plus petit qu'il est vraiment plus petit, mais en plus on le voit avec la perspective, ils ont exactement la même taille, ils ont le même gabarit, ils n'ont pas la même optique, ça je pense que c'est je vais y arriver, le 24-120, pardon, et ça doit être, je sais pas quoi, peut-être le 24-70 ou un truc dans le genre. Mais voilà, il y a juste deux optiques différentes dessus, et ils ont le même gabarit. Qu'est-ce que les gens vont inventer que ça, c'est un Z6 III? Genre, regardez, il y a Z6 III. Et surtout, dans un événement comme ça, jamais de la vie, vous aurez un Z6 III qui est affiché comme ça, en mode « Coucou, il y a plein d'appareils photo, et il y a un Z6 III ici. » Donc déjà, ça, c'est ridicule. Ce qui fait me dire que le mock-up ici, bien que plutôt réaliste, ne sera pas vrai. Il n'aura pas la même tête qu'un Z8, je ne pense pas, à moins que Nikon, ce serait marrant, s'inspire de ça pour faire son moule. Ce serait rigolo. Donc là, comme vous voyez, on a une partie Z6 II, et là on a une partie Z8 qu'on aurait un petit peu écrabouillée, et là on a un Z8 avec la tête qu'on aurait un petit peu écrabouillée. Voilà. Donc pas à ce niveau-là, autant prendre un Z8 et mettre un capteur 24 millions de pixels dedans. Et c'est ce qui a l'air d'être plus ou moins le Z6 III, donc je trouve ça assez étrange. Donc est-ce que c'est vrai? Donc regardez toutes les caractéristiques, je vais essayer d'aller rapidement parce que je me laisse assez emporter souvent dans le discours et c'est très très long au final. Donc ça, c'est apparemment le numéro d'enregistrement. Donc on aurait, en termes de caractéristiques de base, qui sont très intéressantes, un capteur plus rapide, je ne sais pas d'où il sortirait, un capteur plus rapide sans être empilé,
Si l'empilé, ça va valoir très très cher, donc ça m'étonne beaucoup. Qui fait du coup du 6K60p, sinon ce serait pas possible. C'est pour ça qu'un ZF fait du, comment dire, au final fait de la PSC, hein, c'est la lecture du capteur, où il faut vraiment faire en sorte que comment on baisse le débit, où il faut avoir un capteur assez rapide. Est-ce que c'est genre, il est plus rapide, genre R6 Mark II, où c'est rapide, mais c'est pas aussi rapide qu'un comment dire ça, qu'un capteur empilé? C'est étonnant parce qu'ils indiquent ici Dual Data Stream. Donc ça voudrait dire qu'il a la même technologie que le Z8, donc il faudrait un capteur beaucoup plus rapide pour que ça marche. À savoir que la technologie du Dual Stream pourrait être intéressante sur un appareil photo à capteur non empilé, mais je ne sais même pas si c'est capable de marcher. En gros, il y a deux flux, un flux directement qui va sur, comment dire, dans votre carte pour enregistrer la photo, et un flux qui va dans votre œil et qui permet de ne pas avoir de latence ou de ne pas avoir de, comment dire ça, de blackout. Mais pour ne pas avoir de blackout, il faut avoir un capteur qui lit en continu. Si on a un capteur qui n'est pas assez rapide, ça ne sert pas à grand chose. Parce que par exemple, même sur un R5 ou un R6 Mark II qui ont un capteur plutôt rapide, on a quand même du blackout. Donc comment on fait pour avoir le dual stream? Donc là déjà, c'est compliqué. Et donc encore une fois, moi, j'ai pas de problème avec les caractéristiques qui sont là, hein. Vous les regarderez un petit peu plus en amont, ou vous irez directement sur le site. Vous pouvez aussi arrêter la vidéo. Voilà, mettre en pause. Mais si ça sort, si ça sort vraiment, attendez-vous à un Z6 III qui vaut plus de 3000 euros. Et s'il vaut moins de 3000 euros, ils ont adopté la technique Panasonic S5 Mark II, à savoir que je pense que Nikon ne gagnera rien en faisant ce boîtier-là, et en essayant de faire en sorte de rentabiliser à un max ses objectifs, parce que s'il est vendu au prix par exemple d'un A7 IV, ou même un petit peu moins cher, il se vendra vraiment très très bien, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus, hein. Il se vendra même mieux, je pense, qu'un R6 Mark II, puisqu'il y a tous les gens de chez Nikon qui attendaient des bons appareils photo, qui les ont eu avec les Z8 et Z9, hein, qui vont dire voilà, maintenant on peut aller dessus, ou ceux qui n'ont pas d'argent pour s'acheter un Z8 tout simplement. Et puis voilà, mais pour moi, c'est des caractéristiques d'appareils photo beaucoup plus chers que ce qu'on a maintenant. Et puis même, ce qui est assez étrange avec ça, et c'est là où je me pose des questions, parce qu'on aurait du Euro 12 bits, c'est que le ZF, à côté de ça, il fait quoi? En gros, on te fait, voilà, on te sort le Z6 III, et fait maintenant, votre ZF, il est obsolète, voilà, c'est fini. C'est quand même assez étrange. Bref, on va passer à la suite, en passant au Canon EOS R1, qui a une histoire assez particulière, hein, parce que, si vous le savez, genre, Canon a lancé son R3 en disant oui, mais certes, il n'a pas beaucoup de millions de pixels par rapport au A1, mais on va faire R1. Déjà, moi, j'ai tout de suite été suspicieux de cette façon d'aborder les choses, hein, en mode, au final, pour moi, je suis partisan de ceux qui disent que, au final, le R3, c'est le R1, qui est devenu le R3 parce que, eh ben, il fallait bien, comment dire ça, faire en sorte de pas décevoir les gens et de dire que, mais non, mais au final, on va faire aussi un capteur empilé haute définition. Je pense que à l'époque, et peut-être encore aujourd'hui du coup, Canon n'est pas encore capable de faire des capteurs empilés à haute définition, parce qu'au final, le R1 se retrouverait avec un capteur de 30 millions de pixels. Alors si vous vous souvenez pas des rumeurs, à la base, il devait avoir un capteur pour faire de la 8K, donc 45 millions de pixels, qui serait ramené en 16 neuvième à un petit peu moins. Donc il aurait le même type de capteur que le R5, hein, donc du coup on prend à la base du R5 et on ferait en sorte d'avoir comment dire ça, des unités de calcul derrière le capteur en plus des processeurs pour que chaque ligne soit lue plus rapidement, et c'est comme ça qu'on fait un capteur dit empilé. Et donc c'est pas ça, donc on n'aura pas la 8K ici, on n'aura pas le 45 millions de pixels, et il y en a qui disaient qu'il serait global shutter, il ne sera pas global shutter non plus, après avoir eu ce A9 III. Et donc là, on est revenu à des caractéristiques beaucoup plus modérées, avec un 30 millions de pixels qui serait DGO, donc avec la technologie de leur caméra cinéma, à savoir un pixel qui est capable de lire une fois l'image avec les hautes lumières, une fois l'image avec les basses lumières, permettant d'avoir une image avec plus de dynamique, et des basses lumières qui sont beaucoup plus propres du coup, parce qu'elles seront mieux exposées au final.
Et donc ça nous donnerait la capacité d'avoir comment dire ça, le C-Log 2 et le C-Log 3, d'avoir aussi le Cinema Raw Light avec du 6,7K 60p et du 4,2 K 120 fps en APS-C. Et un nouveau, puisque c'est un capteur qui n'a jamais été utilisé en photo, un DGO RAW qui serait en 16 bits. Et donc c'est pour ça probablement que les mesures à dire 40 fps en RAW ne prennent pas en compte ce DGO RAW, parce que je pense que ce serait absolument pas possible de faire 40 images par seconde avec. Voilà, et donc les 40 images par seconde ne sont disponibles que dans le C-RAW, donc le RAW plus compressé. Je dis plus compressé parce que, encore une fois, si vous êtes nouveau sur la chaîne, Canon a toujours utilisé du RAW compressé, CR2, CR3 sont des RAW compressés, parce que, ils prennent moins de place que les autres. Il n'y a pas de... C'est mathématique, hein. Comment Nikon au début, avant le Z8 et le Z9, et Sony utilisent des RAW non compressés qui prennent beaucoup de place. Et la comparaison avec Canon, Canon c'est 2 fois moins de place, voire même plus. Et si on se pose la question, vous allez me dire, oui, mais c'est parce que c'est mieux compressé. Si c'est mieux compressé, c'est que c'est compressé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas toutes les infos. Ça veut dire que, par exemple, il y aura un certain look, par exemple au bruit ou des choses dans le genre, qui seront compressés du coup. Et Canon, si vous avez Canon, vous avez aucun problème avec, puisque vous avez toujours vu le bruit de la même façon, la dynamique gérée de la même façon, voilà, donc vous n'avez pas de problème avec leur RAW, même si c'est des RAW compressés, ça ne changera pas votre vie. Et du coup, voilà, donc on a du RAW plus compressé, donc très très léger pour le coup. On a une troisième version du RAW maintenant pour faire du 60 images par seconde. Après, ce qui n'est pas dit, c'est que pour la version de la Rafale 120 images par seconde et 240 images par seconde, quelle technologie ça emploie? Donc probablement du JPEG ou... Parce que on peut en dire, hein, ou il y a une version qui sera comme sur le R3, à savoir faire comment dire ça, un nombre de FPS de folie pendant un nombre de photos limité avec l'autofocus juste sur la première image en continu. Voilà. Un peu le même système qu'avait adopté d'ailleurs Nikon sur la Rafale, par exemple, 14 images par seconde sur le Z6 Mark II, ou 12 images par seconde sur le Z6, si je me souviens bien. Et puis voilà, donc le R1, il est passé par tellement de phases différentes que c'est un petit peu compliqué de faire confiance à toutes les rumeurs qui disent oui, bientôt il sortira, et puis voilà, ouais. Ou même le R5 Mark II, qui est censé avoir 60 millions de pixels, 61 millions de pixels, ce qui n'est clairement pas possible, parce que Canon, déjà, en général, je vais revenir en... Voilà. Canon ne fait pas... essaye de faire toujours des capteurs différents des autres, où ils utilisent la même définition spatiale, parce que ça leur apporte, par exemple, pour le R6 Mark II ou le R3, c'était plus pratique d'avoir l'oversampling 6K, donc 6K c'est 24 millions de pixels, ramené au 16 neuvième c'est un petit peu plus petit, mais voilà, il fallait que, c'est même pas plus petit puisque c'est la largeur, donc dans tous les cas c'est 6K, donc voilà, donc 24 millions de pixels, ça fait 6000 pixels d'horizontale, et donc ils étaient obligés de faire ça. Mais par exemple, en APS-C, on n'a pas de capteur 32 millions de pixels ailleurs que chez Canon, donc le 61 millions de pixels, qui est une définition très connue chez Sony, pour la 7R4, qui d'ailleurs, pour la 7R5 aussi, qui a le même capteur que la 7R4, voilà, je ne savais pas comment le dire autrement, je m'étais embarqué un truc un petit peu bizarre. Et du coup, le R5 Mark II, pourquoi avoir un capteur de 61 millions de pixels qui n'apporte absolument rien du tout? C'est ça le truc, c'est que pour un R5 qui est un appareil photo qui fait de la très très bonne 8K, hein, qui est encore super viable aujourd'hui, même qui surchauffe plus, alors je sais pas si c'est au dépend de la santé de l'appareil photo, mais apparemment non. Pourquoi on passerait de ça à un appareil photo qui pourrait plus faire la 8K correctement, qui ferait un petit peu comme la 7R5 à pas savoir où se placer en termes de crop pour avoir du 8K, du 6K, des trucs dans le genre, du 4K, de l'oversampling.
Voilà, donc ça me semble aussi assez étrange sur la 5 Mark II, et donc voilà, c'est plein de choses, c'est juste plein d'exemples que je vous cite pour vous dire, faites déjà attention, et c'est pour ça que, à part cette vidéo où je vous ai un petit peu parlé des caractéristiques d'appareil photo, qui pour moi reste fictif pour l'instant, eh ben je vous parlerai jamais de caractéristiques d'appareil photo, hein, parce que c'est ça qui est fou, hein, vous n'aimez pas quand je parle de caractéristiques, mais, enfin de certains d'entre vous, surtout ceux qui ne sont pas abonnés. Mais par contre, il y a certaines personnes, on va dire ça comme ça, qui aiment bien aller regarder des caractéristiques sur des sites de rumeurs alors qu'elles sont fausses. Voilà. Donc moi, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. C'est dommage que ce ne soit pas des formats où on puisse discuter, parce que, enfin, voilà. Et souvent, je fais pas de live. Et j'aimerais bien en faire, mais mon Atemi ne me permet pas de le faire, ou c'est plutôt mon antivirus. Enfin, bref. Voilà. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Je vais vous dire salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil pour une nouvelle vidéo.